Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici tout de suite le sommaire de ce nouveau numéro, un numéro spécial franco-allemand. Hans-Dieter Lucas, l'ambassadeur d'Allemagne en France, est l'invité d'Hugo Casadamon. Le Fonds citoyen franco-allemand vient de fêter son premier anniversaire. Hugo Casadamon recevra son responsable, Benjamin Kurk. Ce fonds sert à financer des projets qui mettent en lumière l'amitié franco-allemande. Dans notre rubrique culture, nous vous parlerons de Wim Wenders, un réalisateur allemand à la filmographie impressionnante. On lui doit notamment Les Ailes du désir, un film tourné en 1987. Voyager dans l'assiette, Niklas Riem, chef du Kies, bistrot allemand à Paris, nous donnera la recette des rouladen. Mais avant que représente l'amitié franco-allemande pour les députés européens, regardez. Zone Europe. My name is Franz Bogovic. I'm member from Slovenia in EPP Group. I think this is the Je pense que c'est l'amitié la plus importante dans l'Union européenne. On sait que, dans l'histoire, ils avaient des opinions différentes avec les guerres entre eux. Mais après la Seconde Guerre mondiale, la réconciliation a été une bonne chose. Et je pense que le futur de l'Europe dépend beaucoup de la relation entre l'Allemagne et la France. Vous savez, j'ai toujours été extrêmement intéressé par l'histoire en général et l'histoire de l'Europe évidemment. Et pour moi, vous savez, l'amitié entre la France et l'Allemagne en est le cœur même. Irène Toléré, je suis députée européenne élue en France. Je pense que c'est à la base l'origine du projet européen. Ça a été suite à la Seconde Guerre mondiale de se dire finalement, est-ce qu'on ne peut pas essayer plutôt que de se faire la guerre, de travailler ensemble, de construire quelque chose. Et cette amitié franco-allemande retrouvée a permis de cette construction-là. Donc c'est un peu le moteur. Un des moteurs, c'est pas le seul, mais c'est un des moteurs. Pour des raisons nécessaires, pour des raisons pratiques. Si on retourne 100 ans en arrière dans l'histoire européenne, vous savez qu'ils étaient au milieu. Les deux pays se sont combattus et en même temps, vous savez, ils sont très proches, ne serait-ce qu'avec les familles royales. Donc c'est tout. L'amitié franco-allemande représente tout. Je veux dire que c'est difficile d'imaginer l'Europe telle qu'elle est. C'est impossible d'imaginer l'Union européenne sans leurs relations. Hans-Dieter Lucas, l'ambassadeur d'Allemagne en France, est l'invité d'Hugo Casadamon. Zone Europe sur Sensation. Bonjour, je reçois aujourd'hui son Excellence Hans-Dieter Lucas, ambassadeur d'Allemagne en France. Bonjour. Bonjour. Alors merci déjà de nous accueillir ici à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Le premier thème que nous souhaitions aborder dans cet entretien, c'est l'épidémie de Covid-19 qui sévit dans le monde entier depuis presque 1 an et demi maintenant. L'Allemagne a souvent été saluée en Europe pour sa gestion de la crise sanitaire. Alors à l'heure où on enregistre cette émission, la situation semble se dégrader. De quelle manière l'Allemagne a-t-elle appréhendé les différentes prises de décision liées à cette épidémie ? À l'Union européenne. Par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, comment l'Allemagne a géré en interne déjà l'épidémie de Covid-19 ? Oui, on a poursuivi en principe la même stratégie que la France, c'est-à-dire il faudrait tester, tracer, isoler et traiter, n'est-ce pas ? Donc on a eu des succès, mais on a eu aussi des problèmes jusqu'aujourd'hui. Donc les chiffres ne sont pas bons. C'est-à-dire, on a poursuivi une stratégie de confinement, mais pour le moment, la situation reste difficile en Allemagne. Justement, comme en France, il y a plusieurs facteurs, vous le disiez, qui rentrent en ligne de compte. L'aspect sanitaire, évidemment, mais est-ce que l'aspect économique et social est un facteur, un des premiers facteurs qu'on prend en compte avant de prendre des décisions ? Ce sont plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération. Ce sont des facteurs tout d'abord sanitaires, c'est-à-dire il s'agit de sauver des vies, donc d'éviter les infections, mais
Évidemment, le facteur économique joue également. Et c'est la raison pour laquelle on a pris maintes décisions pour soutenir l'économie allemande dans une telle situation extrêmement exigeante. Que ce soit l'Allemagne ou la France, c'est des situations assez singulières car il n'y a pas que les pays qui gèrent leur crise actuellement, il y a aussi l'Union européenne. Et d'ailleurs, l'Allemagne a assuré la présidence du Conseil de l'Union européenne de juillet à décembre dernier, en pleine crise. Une présidence tournante, je le rappelle, du Conseil de l'Union européenne. Quel rôle a joué l'Allemagne cette fois-ci au niveau de l'Union européenne ? L'Allemagne donc a assumé la présidence. La tâche d'une présidence du Conseil de l'Union européenne est tout d'abord organiser le travail avec les institutions européennes et les 27 États membres, établir un agenda et travailler comme un intermédiaire honnête et essayer de trouver un compromis sur des questions difficiles comme par exemple la gestion de la crise pandémique, et c'est ce qu'on a fait pendant notre présidence. Est-ce que vous pensez que ça a été bien géré, en tout cas de juillet à décembre dernier ? Donc, on a essayé donc, vraiment de faire une contribution essentielle à une bonne gestion de la crise. À mon avis, il y avait des succès. Par exemple, pour la première fois, à l'initiative de la chancelière, donc les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis tous les 2 semaines pour discuter la gestion de la crise. On a développé une stratégie commune en ce qui concerne le dépistage. On a pris la décision d'acheter des vaccins ensemble. Il me semble que ça, c'était des mesures qui ont vraiment contribué à une gestion plus coordonnée parmi les 27 États membres. Justement, est sorti de tout ça un plan de relance qui a été baptisé Next Generation Union européenne, qui a été approuvé en mai 2020. C'est un plan de relance qui est doté de 750 milliards d'euros. Alors, quelles ont été les différentes étapes de ce plan ? Est-ce que ça a d'abord été proposé en commission ? Est-ce que ça a dû ensuite être approuvé par le Parlement ? Est-ce que ça a dû être aussi approuvé par chaque État membre par la suite ? Oui, c'était la conséquence d'une initiative qui a été prise par la chancelière Merkel et le président Macron déjà au mois de mai l'année dernière. C'était déjà avant la présidence allemande. Donc, les dirigeants ont formulé cette initiative d'un plan de relance qui en mois de juillet, a été adopté par les 27 chefs d'État et de gouvernement. Et à mon avis, c'est une initiative inédite. C'est vraiment une réponse exceptionnelle à une crise exceptionnelle, c'est-à-dire on a mis à la disposition de la communauté européenne 750 milliards d'euros. C'est un montant énorme et il me semble que ce plan de relance peut vraiment faire une contribution essentielle à soutenir donc les États et les populations qui sont particulièrement affectées et touchées par la crise. Alors vous l'avez dit, ça a été initié par le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel. Mmh. Est-ce que justement la France et l'Allemagne ont été des pays moteurs dans la gestion de cette crise au sein de l'Union européenne ? Absolument. Le plan de relance est un autre exemple qui démontre l'importance du moteur franco-allemand. Ce moteur franco-allemand est toujours indispensable pour arriver à une décision commune à Bruxelles, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre à bord tous les États membres de l'Union européenne. Mais est-ce que si demain la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, alors dans ce cas-là, ça ne peut pas marcher ? Ça sera difficile. Alors, on parlait des 750 milliards d'euros, donc c'est le montant du plan de relance, vous l'avez redit. À quoi va servir cet argent et comment est-ce qu'il va être réparti au sein des 27 États membres ? Je suppose que ça ne va pas être divisé par 27. Bon, donc, il y a un schéma, n'est-ce pas, pour distribuer ce soutien financier, mais le but principal est vraiment donner un soutien à ces États membres qui sont particulièrement touchés par la crise. Enfin, chaque État membre va profiter
de ce soutien financier, mais c'est particulièrement pour les États membres qui ont des grands problèmes. En dehors de cela, ce plan de relance vise vraiment à des investissements dans les secteurs d'avenir, c'est-à-dire la santé, le numérique et le climat. Donc, il ne s'agit pas seulement de gérer la crise, mais il s'agit aussi d'un investissement dans l'avenir de l'Union européenne. Vous parlez de climat, justement. La protection du climat a été un des axes forts de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne. Quelles sont les priorités dans le futur pour le climat, justement ? Pour le climat, on a décidé dans le cadre du pacte vert de l'Union européenne de réduire l'émission des gaz à effet de serre de au moins 55% d'ici jusqu'à 2030. Ça, c'est notre objectif. Et pendant la présidence allemande, on s'est impliqué en faveur d'une loi qui formalise ces objectifs. D'accord. Alors, vous parlez de 2030. L'Union européenne, elle, a indiqué que les objectifs vont jusqu'en 2050 pour réduire progressivement. Est-ce que déjà 2030, est-ce que 2030, c'est pas trop tard pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Il me semble que c'est déjà un objectif très ambitieux. Et donc, si nous arrivons à vraiment réduire l'émission des gaz à effet de serre de 55%, ce serait déjà un grand progrès. Alors, l'Europe, dans le monde entier, l'Europe, c'est quand même un des continents qui est devant, qui domine ces réductions de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on se bat à l'échelle mondiale, quand on est l'Europe, pour dire, par exemple, aux Chinois, en fait, il faut réduire les gaz à effet de serre, c'est important pour la planète, le réchauffement climatique. Notamment, on l'a vu aux États-Unis avec Donald Trump qui était sorti des accords de Paris. Et ça a été une des actions fortes de Biden à son arrivée, de se remettre dans ces accords. Donc les accords de Paris sont absolument fondamentaux. Il y a un engagement de la Chine, par exemple, en faveur des accords de Paris. Et c'est un signal très important que la nouvelle administration du président Biden a déclaré qu'on a rejoint les accords de Paris. Donc ça représente une grande opportunité pour faire des avancées en ce qui concerne la protection du climat. Et en Europe, tous les pays se battent avec les mêmes armes pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous sommes tous engagés de mettre en œuvre dans les accords de Paris et en dehors de cela, les engagements que nous avons pris au sein de l'Union européenne. Et il est évident que l'Union européenne est vraiment un pionnier en ce qui concerne la prise des mesures en faveur de la protection du climat. Alors, je le disais, on en parlait au début de cet entretien. Le Covid-19, c'est quand même quelque chose dont on parle tous les jours depuis plus d'un an. Cette épidémie a permis à l'Allemagne de réduire de 40% ses émissions de CO2 en 2020 par rapport à 1990. Alors, c'est lié notamment, je pense, à une chute d'activité avec des secteurs comme ceux du bâtiment ou des transports. Mais l'Allemagne utilise actuellement des centrales à charbon, par exemple. Comment est-ce qu'on peut joindre tous ces bouts pour atteindre ces objectifs ? Il y a tout un programme décidé par le gouvernement fédéral pour atteindre nos objectifs en ce qui concerne la protection du climat. Donc, on va abandonner le charbon comme source d'énergie jusqu'en 2038. On a pris des mesures en ce qui concerne l'assainissement des bâtiments, par exemple, soutien à l'électromobilité, prix pour le CO2. Ce sont tous des mesures qui visent vraiment à atteindre les objectifs climatiques. Et est-ce que vous sentez que le peuple allemand est derrière ces objectifs, et que notamment peut-être les jeunes ont envie d'avoir une planète plus bleue, si on peut dire ça comme ça ? Tout à fait. Il me semble qu'il y a une grande sensibilité du peuple allemand en ce qui concerne le réchauffement climatique et la nécessité vraiment de prendre des mesures. Et ça vaut notamment pour les jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui vraiment participent au Fridays for Future. Et ça démontre, à mon avis, que notamment, c'est bien compréhensible, les jeunes ont un intérêt particulier en ce qui concerne notre futur, aussi en ce qui concerne la protection du climat.
Alors un dernier mot, je le disais au tout début, la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est une présidence tournante. Comment s'est fait la transition avec la Slovénie puis le Portugal actuellement, d'ailleurs, parce que c'est le Portugal qui assure la présidence jusqu'en juin. Comment s'est fait cette transition de l'Allemagne avec les autres pays européens? Oui, ça s'est passé très bien. Donc pour assurer une transition sans problème, on a inventé quelque chose, ce qu'on appelle la présidence trio, c'est-à-dire ce sont les 3 présidences consécutives qui s'entendent sur un programme. C'est ce qu'on a fait avec le Portugal et la Slovénie pour faire en sorte que quand on vraiment poursuit un programme très clairement avec des objectifs très précis. Donc cette coopération avec les présidences suivantes, ça se passe très bien. Très bien. Merci beaucoup Hans-Dieter Lukas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ambassadeur d'Allemagne en France. Encore merci de nous recevoir ici. Merci beaucoup. Paris, Texas en 1983, Les ailes du désir en 1987, Buena Vista Social Club en 1999, ce sont quelques-uns des films du réalisateur allemand Wim Wenders. Thomas Fleischer et Matt Finance nous en disent plus sur son parcours et sa filmographie. Zone Europe sur Sensation. S'il n'est pas le seul metteur en scène allemand célèbre, il y en a d'autres comme Fassbinder de la même époque, ou Schlöndorff, Werner Herzog, pour ne pas remonter encore plus loin avec des gens comme Murnau, Fritz Lang, Lubitsch ou Pabst. C'est de façon toute personnelle celui que je préfère. Wenders, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui? C'est quel film? Alors Wenders, c'est un des représentants du nouveau cinéma allemand qui apparaît dans les années 60-70, où les cinéastes veulent être des auteurs complets, à savoir écrire, produire, réaliser et distribuer leurs films. Un cinéma d'auteur donc. Oui, d'autant que Wenders est passé par la France dans les années 60, a fréquenté la Cinémathèque française et a même tenté d'entrer à l'IDEC. Mais ce sont aussi des adaptations de romans, comme Peter Handke par exemple, avec L'angoisse du gardien de but au moment du penalty, ou Patricia Highsmith avec L'ami américain. Ok, donc pourquoi aimes-tu Wenders en particulier? Alors, j'aime Wenders pour l'aspect road movie de ses films, de certains en tout cas. Il y en a un en particulier que j'adore, qui s'appelle Au fil du temps, qui fait partie d'une trilogie avec Alice dans les villes et Faux mouvements. Pourquoi celui-là en particulier? Alors, c'est celui-là en particulier car c'est l'exemple type justement du road movie dans lequel Wenders dévoile ce qui fait son cinéma, à savoir les paysages, le mouvement, une quête existentielle. Le film est tourné en noir et blanc avec à la caméra Robbie Muller qui travaillera sur de nombreux films de Wenders. Le film nous raconte quoi? Alors c'est l'histoire assez simple d'un réparateur de projecteurs de cinéma qui sillonne la région frontalière entre les deux Allemagnes d'alors, le film date de 1976, avec son camion de déménagement dans lequel il vit. Il fait la rencontre d'un type qui vient de quitter sa femme. La suite, c'est leur périple, les rencontres qu'ils font, qui les poussent à vouloir changer de vie. On y retrouve Rüdiger Vogler, qui a déjà joué dans plusieurs des précédents Wenders. Il faut quand même rentrer dans ce genre de film. Effectivement, c'est un cinéma un peu exigeant quand on y est sensible. Par contre, on passe 175 minutes la tête ailleurs. Il y en a un autre également que j'adore, même s'il il n'est que produit par Wenders. C'est un film anglais de 79 intitulé Radio On. Là aussi, on a l'exemple type du road movie, une quête qui n'aboutit pas, des longs plans fixes, des paysages urbains et industriels qui défilent, des personnages silencieux, une ambiance onirique dans l'Angleterre pré-Thatcher. En plus, le film est agrémenté de morceaux de Bowie, Kraftwerk, Yann Dury, qui fait du bien aux oreilles. Wenders, c'est une très grosse filmographie finalement. Oui, tout à fait. J'ai cité quelques-uns des films que j'aime le plus, mais on aura aussi des films comme Paris, Texas ou Les ailes du désir, qui seront aussi de deux très grands succès, et coproduit avec la France, justement. On aura également Jusqu'au bout du monde ou The $1 Million Hotel, avec une bande-son composée entre autres par U2. Beaucoup de films et beaucoup de récompenses aussi, au Festival de Cannes notamment. Wenders, aujourd'hui, c'est quoi ? Alors c'est toujours un réalisateur de films, mais aussi de documentaires. C'est aussi un photographe de très longue date. Et c'est enfin le patron de l'Académie européenne du film, qui depuis 1988 fait la promotion du cinéma européen. Financer des projets qui mettent en lumière l'amitié franco-allemande, c'est le but du Fonds citoyen franco-allemand. Son responsable, Benjamin Kurk, nous en dit plus. Il est l'invité d'Hugo Casadamon. Zone Europe sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Benjamin Kurk, responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant de nous parler du Fonds citoyen franco-allemand, je voudrais qu'on évoque votre parcours tout d'abord. Vous avez été nommé à la tête du Fonds citoyen franco-allemand en octobre dernier. Vous êtes né à Nancy et vous avez suivi une scolarité en France,
normal, on va dire, comme tout le monde. Et ensuite, vous avez choisi de poursuivre ça par l'université en Allemagne. Alors, pourquoi l'Allemagne et pourquoi est-ce que vous avez peut-être un attrait particulier pour l'allemand Est-ce que vous pouvez nous détailler tout ça? Alors, je ne fais pas partie des fans de Tokyo Hotel, donc ça n'a pas été motivation Ni pour de moi. Rammstein? Ni de Rammstein. Et comme vous l'avez dit, en fait, j'étais dans une section générale, bac littéraire. Aucun lien particulier avec l'Allemagne, mais un grand intérêt pour la culture, la philosophie allemande. Après le baccalauréat, j'ai commencé une classe préparatoire. Je me suis rendu compte que le milieu scolaire, c'était pas quelque chose qui forcément me convenait, enfin du moins continuer là-dedans. Et j'avais un peu envie de faire ce qu'on appelle ces humanités, sauf que j'étais plus attiré par l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, donc l'Allemagne, ces pays un peu plus à l'Est, que vers l'Italie. Donc voilà pourquoi mes choix sont portés vers l'Allemagne, la culture allemande. Quand on fait un peu de philo d'histoire, on rencontre l'Allemagne, la culture et la langue allemande un peu partout. Très bien. Alors, je le disais il y a quelques instants, vous êtes maintenant responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Vous allez nous expliquer en détail dans un instant en quoi ça consiste. Il découle, ce Fonds citoyen, du traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé en 2019. Ce traité a également permis une assemblée franco-allemande aussi, en plus du Fonds citoyen. Alors de quoi s'agit-il tout d'abord de cette assemblée franco-allemande et ensuite du Fonds citoyen? Alors déjà, le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est ce qu'on appelle un traité de coopération entre la France et l'Allemagne. Il fait suite à un premier traité qui a été signé en 1963. Donc ça, c'est ma formation d'historien, c'est le traité de l'Élysée. Et donc c'est un traité qui permet qui place le cadre d'une coopération entre la France et l'Allemagne dans un contexte européen où on a vraiment voulu réitérer la volonté d'avoir une coopération un peu particulière et plus approfondie. Dans le cadre de ce traité, on a décidé de la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande. Donc c'est une assemblée qui est constituée de 50 parlementaires français et de 50 françaises et 50 parlementaires allemandes, donc des députés qui sont déjà élus au Parlement et qui sont donc nommés au sein des deux parlements et qui se réunissent régulièrement pour discuter de sujets de coopération franco-allemande et d'essayer d'harmoniser un peu des politiques à ce niveau. Donc ça, c'est l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et dans le traité, article 12, on a décidé aussi d'un volet sur l'engagement, sur le soutien aux initiatives citoyennes et au jumelage. Et c'est ce qui a arrêté finalement la création de ce fonds citoyen franco-allemand. Alors ce fonds citoyen franco-allemand vient s'ajouter à un organisme qui existait déjà. Il s'agit de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors en quoi le fonds citoyen est différent de l'OFAGE et en quoi il est complémentaire? Alors l'OFAGE, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse, comme je l'ai évoqué, en fait, c'est un peu l'enfant du premier traité de 1963 que j'ai cité, le traité de l'Élysée. On a posé la première pierre d'une coopération entre la société civile axée sur la jeunesse, dont on était sur la continuité de la réconciliation franco-allemande de Kohl Adenauer. Et donc, l'OFAGE est essentiellement destiné à la jeunesse, au soutien de la mobilité des jeunes. Ça fait donc 1963, ça fait un petit bail qu'on a lancé ça. Ça a fait ses preuves. Ça a permis plus de 9 millions d'échanges entre jeunes français et allemands. Un vrai succès au niveau de la politique, un vrai succès de coopération franco-allemande. 70 ans plus tard, on s'est rendu compte que ce genre d'initiative, en fait, qui parlait aux citoyennes et aux citoyens, ça devait être étendu, pas seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble des personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, il faut aussi un dispositif qui permette un échange au niveau de la société civile, au niveau des organisations, au niveau des personnes engagées, au niveau des associations de jumelage, pour les aider à faire vivre l'Europe, à faire vivre cette coopération franco-allemande et à l'étendre dans plein de domaines de la société. Donc la différence finalement entre le Fonds citoyen et l'OFAGE c'est pour la jeunesse et le Fonds citoyen c'est pour le reste. Alors donc le Fonds citoyen soutient diverses actions pour tout le monde, cette fois-ci, contrairement à l'OFAGE. Vous avez quelques exemples peut-être en tête et comment est-ce qu'on peut postuler pour ça? Alors, à la création du Fonds citoyen, la première préoccupation qu'on avait, c'était l'accessibilité du fonds, des demandes de subventions. On veut surtout permettre à des personnes
qui n'ont peut-être pas une très grande expérience et qui n'ont pas le temps de déposer des projets compliqués comme des projets européens. Tout se passe donc sur le site internet du Fonds citoyen. Donc, ok, il faut avoir une connexion internet. Je sais que ce n'est pas partout le cas, mais c'est dans la majorité du cas aujourd'hui. On va sur le site, on a un projet, on fait 2-3 clics, on remplit un peu plus 5-6 cases. C'est vraiment pas long. Et ensuite, on envoie le projet et on a une réponse 6 semaines avant le début du projet. C'est-à-dire que la limite, c'est si on a un projet, on peut l'organiser dans 6 semaines plus un jour si vous déposez la candidature aujourd'hui. La candidature. Et l'autre question que vous m'avez posée, c'était aussi sur... Est-ce que vous avez des exemples de projets ? Ah oui, on en a plein. On a aussi des émissions de radio qui sont faites. Et oui, nous avons pu, avec Radio Sensation et nos partenaires, les diverses maisons de l'Europe, les Yvelines, Maison de l'Europe de l'Eure, bénéficier de ce fonds citoyen. Exactement, et on en est très contents. Ça nous a fait de très belles émissions et aussi sur des sujets très divers. Évidemment, avec un contexte franco-allemand, mais il ne faut pas que ce soit... C'est pas du franco-allemand pour le franco-allemand. Le franco-allemand est un contexte. On a des projets vraiment au niveau portés par des associations, par des comités de jumelage, par des fondations, des groupes de chercheurs, par des pompiers. On a par exemple dans la région transfrontalière des pompiers français et des pompiers allemands, des sapeurs-pompiers qui ont décidé d'échanger ensemble sur la place de la femme dans la profession et aussi sur les moyens d'intéressement pour recruter des jeunes bénévoles diplômés, parce qu'il y a aussi, on va dire, je crois de nos jours, une certaine difficulté à aller chercher de nouveaux bénévoles sapeurs-pompiers. On a des projets de développement de plateformes numériques. On a des projets aussi de coopération sportive. On a à peu près tout. On a des projets sur la culture. C'est très divers. Ouais, on a aussi des personnes qui vont dans les maisons de retraite pour faire des activités. Des projets sur l'écoféminisme, sur l'agriculture. Enfin, vraiment, ça embrasse plein de domaines différents et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, le 22 janvier dernier, c'était la journée franco-allemande, justement l'occasion pour Radio Sensation et ses partenaires d'avoir une petite aide du Fonds citoyen franco-allemand pour réaliser beaucoup d'émissions, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de Radio Sensation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour renforcer l'amitié franco-allemande ? Oui, il y en a toujours. C'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. À l'homme ni la force ni sa faiblesse, ça c'est une citation de Brassens. Oui, c'est comme toute chose. Je veux dire, c'est comme aussi la démocratie, c'est des choses, ou l'éducation, c'est des choses qui s'entretiennent. Hein. On voit aussi à l'époque actuelle, dans un contexte économique, politique et même sociétal, que les grands enjeux qu'on rencontre tant en France, en Allemagne, ou alors même en Europe, ils sont très similaires. Et c'est pour ça qu'on a autant d'organisations, de bénévoles ou de personnes qui viennent nous déposer des projets, parce qu'ils s'intéressent à des sujets qui sont communs. Et en fait, l'échange de bonnes pratiques, ça permet aussi d'avancer. Et puis en fait, on évolue déjà dans un espace social ou sociétal qui est commun. Et le franco-allemand, c'est une base en fait. C'est une porte d'entrée pour aller vers l'européen. On voit que, même notamment dans des choses un peu plus compliquées et difficiles ou douloureuses comme la crise sanitaire, qu'on est dans un espace commun et que c'est qu'en s'entraidant et en coopérant qu'on peut aller de nos jours de l'avant. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin Kurk, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Alors, pour en savoir plus, vous le disiez tout à l'heure, le site internet, c'est ça ? fondscitoyen.eu. Fondscitoyen.eu, un fonds FONDS, citoyen comme citoyen.eu, Europe, évidemment. Ouvert à tout le monde, comme vous le disiez. On vous invite. Vous avez cité l'appel à projet sur la journée franco-allemande le 22 janvier. On a en ce moment un appel à projet qui tourne sur des projets dans le cadre de l'environnement et du développement durable. On peut encore déposer des projets. C'est un plat typiquement allemand que nous allons vous présenter cette semaine, les Rouladen. C'est simple, gourmand et dépaysant. Et c'est même le plat préféré d'Angela Merkel. Suivez la recette avec Niklas Riem, chef du Kies, bistrot allemand à Paris. Zone Europe Voyage. Moi, je vais vous présenter les Rinderrouladen, on peut dire aussi Rindsrouladen, où il s'agit donc des escalopes de bœuf avec une farce à la moutarde, oignons, cornichons et du lard enroulés
qui sera cuit en braisé, servi avec des spätzle maison au beurre et du chou rouge. En Allemagne, c'est simple. Vous allez chez le boucher, vous demandez des rouladen, vous auriez des tranches préfaites. On est en France, donc ça sera un peu compliqué de demander aux bouchers français de nous couper des escalopes de bœuf. Donc c'est ce qu'on a fait là. On a une fois pris du paleron, on a découpé une belle escalope, mais on va aussi faire l'essai avec des rump steaks qu'on a légèrement aplatis. Légèrement, parce qu'il ne faut pas non plus détruire la structure du bœuf. Donc les Rinderrouladen, on va les tartiner avec la moutarde. C'est la moutarde allemande, donc du Tafelsenf, qui est moins fort que la dijonnaise, mais pas aussi sucrée que l'américaine non plus. Ou on peut être bien généreux. Ensuite, on va mettre des oignons. Moi j'aime bien les oignons, donc je suis généreux. Évidemment, vous pouvez en mettre moins aussi. Vous pouvez aussi mettre des rondelles. Moi j'aime bien des petites brumes. Ensuite, des Gewürzgurken, des cornichons. Rien à voir avec les petits cornichons en France. Bien croquant, le cornichon allemand, la Gewürzgurke. Donc là j'ai mis les cornichons en longueur de l'escalope et on va l'enrouler avec son lard. Voilà. Nous avons donc enroulé nos rouladen, puis on les a ficelés. Maintenant, une fois qu'ils sont ficelés, on va les saisir. On va mettre le beurre dans la marmite et on va attendre que le beurre y fonde. On va faire attention que le beurre ne rince pas parce qu'on travaille avec du gaz, donc ça peut aller très 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 vite. Et on va donc les mettre dedans pour les saisir. Donc là, ça a assez saisi, donc on va baisser le feu déjà. Et maintenant, on va sortir nos roulades qui ont légèrement saisi. Et maintenant, on va commencer à mettre tous nos légumes. Je les ai quand même épluchés. Pour la taille de la casserole, on va couper légèrement. Mais là, les carottes et les oignons, c'est bon en entier. Et les oignons. Et maintenant, on va y ajouter de l'ail, du thym, du laurier et du romarin. On va mettre 2 cuillères à café de miel, un chouïa de vin blanc, une noix de muscade, un peu de paprika, du poivre, du sel et on finit au vin rouge. Et pour finir, on met de l'eau parce qu'on veut à la fin quand même avoir beaucoup de sauce parce qu'il nous faut beaucoup de sauce. Et là on a fait un très joli fond avec beaucoup de saveurs, beaucoup d'ingrédients. Un bon petit fond qu'on va maintenant allonger à l'eau et puis on va remettre les roulades dedans et puis faire cuire pendant 1h30, 2 heures à feu doux dans notre marmite. Je vous souhaite un très bon appétit avec un des plats typiques allemands le plus connu, apprécié par moi, ma grand-mère, mais aussi par Angela Merkel. Ce numéro spécial franco-allemand de Zone Europe est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zone Europe et bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.